Vous êtes toujours sur Radio Suppan, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracat, qui va tout de suite vous parler de cette exposition au Petit Palais que nous avons visitée, ma camarade et moi, et consacrée à la gravure, au grand maître de la gravure, Rembrandt, Goya, le Lorrain, Jacques Callot, ouais. Et puis l'allemand Dürer, ouais, que je n'aime pas vraiment, mais enfin bon, c'est la vedette quand même. Voilà. Ouais, je sais pas si ça va être. En fait, c'est une très belle exposition donc de gravures avec les collections du Petit Palais qui sont vraiment très très riches. Et tout ça, c'est suite à la collection d'estampes d'Eugène Duduy, en fait, qui a collectionné dès le début du 19e siècle, qui a acheté des premières gravures dès les années 1830 et qui s'est construit justement toute sa collection et qui a réussi à réunir pratiquement l'œuvre gravée des plus grands artistes. Dont effectivement Dürer et Callot. Après, il a une passion pour Rembrandt, donc cette collection est vraiment gigantesque. Et là, il y a eu le choix d'œuvres majeures avec des tirages qui font partie souvent des meilleurs tirages des œuvres gravées. Donc cette exposition va nous emmener donc des premières gravures de Dürer, après de Callot, de Rembrandt, et après il y a la création de l'estampe moderne. Donc là on va voir des gravures qui sont plutôt du 19e siècle, et on va terminer par des gravures colorisées. Et Goya. Et Goya aussi, effectivement. Il y a aussi les collections, il y a Goya qui fait partie des collections. Donc on commence avec justement Albert Dürer. Donc ça a été Duduy les a acquises très, très rapidement, et moi je suis peut-être naïve, mais je ne connaissais pas du tout cette rhinocéros, qui est une des premières gravures qu'on peut voir de Dürer. Alors pour rappeler, Albert Dürer, c'est 1471-1528. Donc c'est un des plus grands artistes de la Renaissance, qui est peintre, graveur, théoricien. Il vient de Nuremberg, qui est une ville prospère d'Allemagne du Sud. Et lui se forme d'abord dans l'atelier de son père, qui est orfèvre, et ensuite il entre en apprentissage chez un peintre allemand réputé, qui va l'initier à la maîtrise picturale des primitifs flamands, ainsi qu'à la gravure sur bois. Ensuite, il complète sa formation par 2 séjours en Italie, où là, il va se nourrir de l'étude de l'art antique et des apports de la Renaissance italienne. Et donc, avec toute cette synthèse des influences nordiques et italiennes, il trouve son aboutissement dans sa pratique de graveur sur bois comme sur cuivre. Et justement, cet éléphant, ce rhinocéros, j'étais très étonnée de voir que c'était une gravure sur bois, parce qu'il est vraiment d'une finesse incroyable, quoi. Il y a plein de détails sur les pattes, il y a des petits points, des petits carrés. Enfin, non, mais la gravure sur bois debout, ils arrivent à des finesses aussi précises que sur le cuivre ou le zinc ou sur la ferraille, quoi. Voilà, c'est quand même le bois debout, de mon point de vue. C'est la technique reine de la gravure. Enfin bon, si on grave avec un burin aussi sur le bois debout. Ouais. Et donc il y a de très belles œuvres. Il y a une gravure, c'est une gravure qui est centrée sur un nu féminin qui s'appelle l'enlèvement d'Ami Monet. Je crois que Dürer l'avait appelé le monstre marin, et Duduy l'a désigné à lui plutôt comme l'enlèvement d'Ami Monet, en référence à un épisode mythologique. Bon, ça c'est peu important, ce qui est important c'est la gravure, et là effectivement c'est quand même d'une précision. Enfin il y a plein de détails à regarder partout, et moi c'est ce que j'ai aimé dans cette exposition, c'est qu'on pourrait passer un quart d'heure sur chaque œuvre, tellement il y a de choses à regarder. Moi j'aime bien regarder les petits personnages dans les coins, ou des fois il y a des petites têtes d'animaux. Enfin là c'est là il y a donc cette femme qui est nue, à côté il y a cette personne qui l'enlève, et puis derrière il y a une petite colline avec un château fort, les nuages, enfin oui, enfin il faut avoir des yeux de chouette ou de hibou pour pouvoir, parce qu'il y a des gravures, c'est minuscule, les petits personnages, comment ils disaient ça, voilà. Et moi je pouvais pas voir les détails
de ces gravures. Voilà. Non, non. Et par contre, les gens qui étaient là, visiblement, étaient des passionnés de gravure. Oui, C'est-à-dire sûrement. que là, c'était pas des gens qui photographiaient tout à toute vitesse. C'était des gens qui parlaient gravure, qui regardaient, qui prenaient vraiment le temps d'observer. Hein. Et donc après quelques gravures de Dürer, il y a une salle, je crois. Après, on passe à Jacques Callot, qu'ils appellent le poète des fêtes populaires. Et donc Callot occupait quand même une place de choix aussi dans les cabinets des collectionneurs, à côté de Rembrandt et Dürer, et dont il était considéré comme un successeur. Et donc Eugène Duduy a été séduit par les estampes de Callot, qui partageait une communauté d'inspiration avec son graveur fétiche après qui est Rembrandt. Et donc Eugène Duduy, à partir des années 1830, a collectionné donc les gravures de Jacques Callot. Qu'on avait vu à Nancy. Qu'on avait vu à Nancy, exactement. Ouais, parce qu'il est nancéen. Non, mais lui, alors, je pense que de tous les graveurs, de ces 4 ou 5 graveurs majeurs qu'il y avait au Petit Palais, c'est le plus prolifique, le plus imaginatif de tous ces gens-là. Il a un don pour la caricature qui est absolument extraordinaire. Ouais. Ah oui, moi j'étais vraiment. Il y a toute une série là que j'ai vraiment aimé. C'est Misères de la guerre. C'est une suite de 18 pièces. Et donc bon, c'est abominable parce qu'il représente vraiment les abominations, toutes les horreurs de la guerre. Mais on voit par exemple la roue, le supplice de la roue, toute une pendaison, comment il y a tout un arbre et donc avec tous les pendus sur la branche avec les soldats au pied. Enfin il y a le pillage d'une ferme, l'attaque de la diligence, ces misères de la guerre, c'est vraiment la vie du soldat dans les camps, de ses débordements, de ses crimes, de ses souffrances. Et Callot donc a réussi vraiment à traduire ça avec des eaux fortes qui sont impressionnantes, quoi. Oui, on ne s'est pas amélioré depuis. Hein. Ah ouais. Et ce que disait par exemple Henri Bouchot, c'est que nul n'avait jamais peint la guerre avec cette énergie et cette puissance. Et cette planche des pendus, moi, elle m'a complètement bouleversée, quoi. Ouais. Non, ça, Callot, autant il peut donner dans le grotesque, etc. Voilà, il y a des personnages. Il y a toute une série de caricatures de personnages absolument extraordinaires, de laideur ou de ridicule, mais aussi quand il s'attaquait à des choses plus sérieuses, on peut dire qu'il est inégalé. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors Jacques Callot, c'est 1592. 1635, donc effectivement, dès son vivant, en fait, les amateurs s'arrachaient déjà ces planches qui étaient demandées, effectivement, tant dans ces planches de verve, de fantaisie, de caricature, que dans le reste de son œuvre. Et donc lui était issu de la noblesse lorraine et il a quitté rapidement Nancy pour Rome, où il s'est formé au burin. Ensuite, il est allé à Florence, il est rentré au service des Médicis. Et il s'est converti à l'eau forte. Voilà. Il est à l'origine d'une innovation technique essentielle consistant à remplacer le traditionnel vernis mou, donc ce mélange de cire et de bitume, par un vernis dur des luthiers à base d'huile de lin ou de noix qui permettait justement cette finesse de détail et de traits. Et il a inauguré cette trouvaille dans une suite des caprices qui lui a valu une célébrité, quoi. Après nous, vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Vous nous voyez si attachés 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, et les pièces à dévorer et pourrir, et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Si frères vous clamant, point n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens facile. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme-nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre. La pluie nous a débués, lavés, et le soleil desséché et noirci. Puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais ni le temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là comme le vent varie. À son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des accours. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre. Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'est de nous seigneurie. Garde qu'enfer n'est de nous seigneurie. À lui n'ayons que faire, ne que soudre. Hommes ici, point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La balade des pendus de François Villon, interprétée par Serge Reggiani. Qui donne bien le ton à ce qu'on vous raconte dans les... aussi bien Rembrandt que Albrecht Dürer, que Jacques Callot ou que Goya, si vous voulez, toutes ces œuvres sont traversées quand même par des pans consacrés à l'horreur de ces temps lointains, mais qui ne sont pas très différents des temps d'aujourd'hui quand on voit ce qui se passe, par exemple, c'est hasard, en Palestine. Ouais. Alors les salles suivantes, il y a une salle qui est consacrée donc à Goya. Donc Eugène Duduy lui était fasciné par les techniques de gravure à l'eau forte et à l'aquatinte utilisées justement par Goya. Donc c'est pourquoi il a collectionné aussi une partie de l'œuvre de Goya. Donc il possédait des tirages faits par Goya lui-même, ainsi que des épreuves d'essai, donc où on peut voir la différence de coloration de l'aquatinte, ce qui lui permettait de suivre les essais de Goya pour obtenir l'effet souhaité et ainsi pénétrer un peu ce processus créatif de l'artiste. Voilà. Et donc je crois que Duduy a fait un manuel de l'amateur d'estampes, et là justement il décrit lui-même 33 estampes de la série, d'une série de Goya, dont des rares épreuves d'eau forte, puis des épreuves d'essai et des variantes. Donc c'était vraiment un passionné. Et là donc on va voir justement quelques représentations de Goya. Donc c'est issu il y a les disparates. Donc là c'est 22 planches inachevées. Donc ça c'est une suite de Goya. Donc Goya, lui, c'est 1746-1828. C'est donc il est peintre, dessinateur et graveur espagnol. Il a étudié à l'Académie de dessin de Saint-Louis à Saragosse avant de travailler sur des cartons de tapisserie pour des princes des Asturies à Madrid. Il a été élu à l'Académie de San Fernando et nommé peintre du roi d'Espagne 6 ans plus tard. Donc sa position à la cour s'est renforcée avec l'arrivée de Charles IV, qui l'a nommé peintre de la Chambre. Donc ça c'est en 1787. Ensuite il est tombé malade, il est devenu sourd et il cherche donc à instruire la société de son temps à travers ses peintures comme ses estampes, voilà, dénonçant sans concession les vices de la nature humaine. Et particulièrement
royal. Voilà, donc on connaît ses caprices, on connaît le cauchemar, là, je sais pas, c'est plus ou moins un autoportrait, cette personne qui dort avec des rêves et des oiseaux qui s'échappent à côté. Donc voilà, c'est pareil, il y a quelques planches de Goya qui sont très belles. Et là, donc celle dont je parlais des disparates, là, la gravure qu'on a pu voir, c'est vraiment c'est un personnage assez grand, un peu fort, qui a à moitié en appui sur ses jambes, qui est face à un couple qui est terrorisé. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de cette gravure, quoi. Voilà. Et à côté de Goya, ensuite on passe aux gravures donc de Rembrandt qu'on connaît bien aussi. Et il y en a une, il y a une suite qui m'a vraiment fascinée. C'est une femme, c'est un portrait de femme qui est assise sur un lit, et on voit les différentes épreuves. Je crois qu'il y a l'épreuve 1 et l'épreuve 4 ou 5, où on voit le 3e et le 7e état, où on voit comment Rembrandt a travaillé sur les effets de lumière. Il a même effacé le fichu qu'elle avait sur la tête. Donc c'est une femme qui est assise de profil, qui a le buste nu. Donc c'est une femme qui, au départ, dans le 3e état, a un fichu blanc sur la tête, et petit à petit, Rembrandt lui a supprimé son fichu blanc pour laisser apparaître ses cheveux, quoi. Ouais. Et alors moi, ce que j'ai toujours, si vous voulez, j'ai toujours été très sensible chez Rembrandt à la liberté de son trait. Voilà, c'est dans la gravure de ces époques anciennes. Je crois que c'est le seul. J'ai un bouquin d'ailleurs sur la gravure de cette époque dans ces pays nordiques. Là. Et en fait, les planches sont souvent. Je ne parle pas de Rembrandt, je parle de ses contemporains. Les planches sont très sages, il n'y a pas d'écart, tout ça c'est bien foutu et tout. C'est un peu figé, même ça n'a pas de mouvement, où Rembrandt arrive et voilà, tout part en vrille. Et voilà, il travaillait la pointe sèche surtout, et il dessinait merveilleusement, et voilà, il reprenait pas, il essayait pas d'effacer des traits pour faire quelque chose de bien fini, de bien propre. Non, il laissait ces traits qui partaient. Voilà, ça enrichissait, de mon point de vue, ça enrichit, si vous voulez, la gravure. Voilà, mais il y a une liberté dans son travail, même quand il s'applique un peu plus, comme dans la gravure dont parle ma camarade. Là, il y a quand même une légèreté dans la représentation. Voilà, on sent la vie et ça palpite, quoi. Voilà, les chairs sont pas figées. Et d'ailleurs, quand elle vous explique les 7 états de cette gravure, on voit bien que Rembrandt, il cherche à arriver à un point où on peut plus toucher à la gravure, quoi. Mais c'est pas prémédité, c'est sur la planche qui fait évoluer son travail, voilà. C'est pas prémédité, il cherche comment dirais-je, de finir sur la planche, voilà. Il démarre, et puis il y a tout le processus pour arriver à la 7e étape, et à la 7e étape, c'est plus du tout ce qu'il y avait à la première étape. Non, il a travaillé effectivement sur la lumière, sur les ombres, sur le clair-obscur, jusqu'à obtenir ce qui va lui convenir, quoi. Non, c'est très intéressant ça. Et je trouve que de la part de collectionneurs, pouvoir avoir justement toutes ces étapes, c'est extraordinaire, quoi. C'est là qu'on voit ce côté de collectionneur et en même temps de transmission, de pédagogie, quoi. Ça, c'est bien. Hein. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Paco Ibáñez, la poesia est une arma cargata de futura. Donc après ces premières salles consacrées à l'estampe plus ancienne, il y a une partie qui va être consacrée au musée de l'estampe moderne. Donc effectivement, les frères Dudouis, ils ont assuré cette place de l'estampe ancienne au Petit Palais dès 1902, mais pas celle de la création contemporaine. C'est Henri Lapose, qui lui était conservateur puis directeur du Petit Palais, qui s'en est préoccupé. Et en 1908, il a inauguré donc le musée de l'estampe moderne. C'est un nouvel espace qui va être aménagé au rez-de-chaussée du Petit Palais, le long de l'avenue des Champs-Élysées, et qui va accueillir ces estampes de la collection Dudouis. Et qu'on a une entreprise qui est initiée par un musée, révèle donc le regain d'intérêt aussi pour l'estampe contemporaine à la fin du 19e siècle. Et quelques jours après l'ouverture, donc plusieurs revues annoncent que sur les 3000 estampes modernes réunies, 1500 seront exposées. Donc c'est une constitution quand même très rapide d'un ensemble de collections, et c'est une collecte en fait qui en est à l'origine. Lapose avait sollicité les artistes eux-mêmes, leurs familles, leurs amis, les collectionneurs, les marchands, les éditeurs d'estampes, et donc cette démarche est une vraie réussite puisque grâce à la force de conviction de Lapose et à la bonne volonté donc des amateurs et des collectionneurs, une somme considérable d'estampes variées, d'artistes célèbres ou oubliés depuis, a été réunie. Voilà. Et ce fonds s'est enrichi d'un lot d'estampes édité par la ville de Paris, puis par des libéralités, des achats ultérieurs. Et aujourd'hui, ça reste un noyau de collection d'estampes modernes du Petit Palais. Donc là, effectivement, on va passer à des œuvres différentes et plus modernes. Bon, il y a une galerie de portraits d'Henri Béraldi, donc ça, je vais passer dessus parce que pour les portraits de gens célèbres, ça me passionne pas du tout. Moi, j'ai plutôt après aimé tout ce qui concernait ce qu'on a vu de gravures de Toulouse-Lautrec, qu'on a vu du Stendhal. Ça, on est toujours un peu touché par ces œuvres-là. T'as dit Lautrec ? Oui, Henri Toulouse-Lautrec. Il y a Nicole à la Gaîté Rochechouart. C'est une femme qu'on voit de face avec un petit chignon relevé, les mains dans les poches. Donc elle est très contrastée. En fait, elle a un habit noir, un petit fichu blanc, et derrière on voit dessiner en crayonné un peu les rues parisiennes, ou à moins que ce soit c'est les Folies Bergères, justement. C'est la Gaîté, oui, quoi. Tout à fait, oui. Non, c'est la Gaîté Rochechouart, quoi. Ouais. Oui, c'est l'apparition aussi de la gravure sur pierre
voilà, et qui donne une liberté immense aux artistes. Ils peuvent travailler directement sur la surface d'une pierre litho, et au crayon, ou au pinceau, ou à la plume, voilà, et ça, c'est quand même une révolution dans la gravure, une révolution qui donne, encore une fois, une liberté immense aux artistes, et qui peuvent faire des estampes très grandes, quoi, des affiches, etc., etc. C'est quand même quelque chose qui marque la gravure contemporaine. Voilà, parce que, par exemple, de voir le Vagabond de Stendhal, qui est une litho, voilà, c'est comme si c'est vraiment un fusain, quoi. Voilà, on peut pas imaginer que ce soit une gravure, etc. sur une pierre. C'est un fusain. On pense que c'est un fusain, tout simplement. Donc l'avantage de cette litho qui annonce la gravure contemporaine, c'est quand même une révolution. Ah, complètement. Et moi, il y a une eau forte qui m'a particulièrement touchée, c'est Félix Buot, ça s'appelle La Taverne du Bagne. Alors Félix Buot est un acteur de la Renaissance de l'eau forte, donc dans la seconde moitié du 19e siècle, et lui s'est attaché à représenter la vie parisienne. Et en fait, la Taverne du Bagne, pourquoi ? Parce que c'est un communard revenu du bagne de Nouvelle-Calédonie. Alors apparemment, dans cet établissement qui ressemble à une prison, les clients étaient servis par des garçons déguisés en forçat, ils avaient des chaînes aux pieds, des boulets sous le bras, et une fois leur consommation réglée, ils sortaient avec un certificat de libération. Mais l'estampe est très très belle. Enfin, c'est parce que justement on est vraiment dans cette vie. Enfin, c'est vrai qu'on est toujours touché par le quotidien, par ce qui semble bouger, par le peuple. Et là, on est vraiment là-dedans. On voit ce bâtiment marqué Taverne du Bagne, et devant il y a tous les consommateurs qui vont s'y rendre. Il y a des bâtiments, il y a des immeubles à côté, il y a quelques arbres. On est sur une place. Enfin, et c'est la nuit, non ? C'est la nuit, oui. C'est la nuit. Ça, les gravures de nuit, c'est quand même. Il y a de la magie, quoi, dans la nuit. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et après, c'est Stendhal, c'est pareil, donc c'est la vie populaire qu'on va aller voir d'ailleurs à Montmartre la semaine prochaine. Je pense qu'il y a les peintures de Stendhal au musée de Montmartre. Oui, cette semaine. Voilà. Et alors moi, ce que j'ai découvert, c'est toute la gravure aussi en aquatinte avec en couleur en fait colorisée. Donc là, il y a des explications comment l'artiste grave sa matrice en cuivre à l'eau forte et à l'aquatinte, et avec il va mettre des nuances plus ou moins fortes avec un ancrage à la poupée, comme on dit, où ça sera des petits tampons de mousseline qui vont permettre de coloriser les estampes en fait. Et je trouve ça super beau. Moi, quand je les ai vus, j'ai pensé au départ que ça faisait des aquarelles. En fait, c'est aussi léger que l'aquarelle, c'est aussi précis. Et voilà, il y en a une que j'ai vraiment aimée, c'est Henri Jourdain, Le chemin partant de pluie et sous l'averse. Et là j'y suis, quoi. Voilà, il y a une route, il pleut, il y a quelqu'un qui est avec son parapluie, il y a des arbres. Les arbres sont aussi faits, on dirait les arbres de coraux, tellement ils sont légers, quoi. Coraux, oui. Et vraiment, coraux ou comment dirais-je, des pissarros. Tout à fait. Il y a cette légèreté impressionnante. Il y a aussi Louis Abel Truchet, Le Grand Canal à Venise, près du Rialto. Et là, c'est pareil, c'est de l'aquarelle, quoi. C'est léger. Il y a les reflets de l'eau, il y a les gondoles, les immeubles, le pont. Enfin, voilà. Oui, moi, je suis moins fan de ces tarabiscotages techniques. J'ai toujours plus en phase avec la rusticité de la taille d'épargne ou de la litho plus que de la taille douce ou des autres techniques sur cuivre, quoi. Bah là, ce qui m'a impressionné, enfin, quand on lit effectivement le processus, c'est que à chaque fois l'artiste, donc avec la mousseline, va mettre les couleurs sur la plaque. Donc c'est quand même un travail très délicat parce qu'il faut vraiment faire chaque partie, différencier chaque partie pour pas mélanger les couleurs. Donc après, il y a un seul passage sous la presse à taille douce, et donc la répétition après de cette opération à chaque impression rend les tirages effectivement assez longs, quoi. Oui, et puis un peu différent. Non, c'est ce que j'ai déjà depuis un moment ressenti, c'est que, si tu veux, l'hypertechnicité, c'est un terme que je déteste, de la gravure sur cuivre, c'est ça, moi, ça, dans mon esprit,
ça tue la liberté d'expression, quoi. Voilà, c'est tellement contraignant que rien. Parce que quand on visite des expos sur la gravure, c'est souvent accompagné d'un film qui démontre, enfin qui montre les différentes étapes pour réaliser une impression. Là, franchement, au fur et à mesure que le film avance, je sens mes épaules s'affaisser, la colonne vertébrale presque en bord de la rupture, quoi. Tellement il y a. C'est vraiment un métier, de mon point de vue, épuisant. Ah ouais, moi ça me fascine un peu cette technicité là. Moi ça me repousse. Voilà. Donc allez-y, il y a un petit peu de monde mais pas trop. C'est que les épreuves, non, il n'y a pas beaucoup de monde, les épreuves sont pas très grandes. Donc en fait, dès qu'il y a 2 personnes devant un tirage, effectivement, il faut attendre parce que... Oui, alors je vous conseille, j'ai des lunettes qu'une camarade m'avait offert, des lunettes, je sais pas comment on les appelle, c'est des lunettes grossissantes avec... Il y a 2 verres, vous pouvez en mettre 1 ou 2, qu'utilisent souvent les graveurs justement pour voir ce qu'ils travaillent en grand. Moi je les avais oubliés, mais vraiment c'est impardonnable parce que si j'avais eu mes lunettes que j'utilise quand je fais des trucs un peu précis, si j'avais eu ces lunettes-là, j'aurais pu jouir, si on peut dire ça comme ça, des gravures. Mais là... j'en ai zappé un certain nombre parce que je pouvais rien voir même avec des lunettes ordinaires, quoi. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as d'Héliogabal, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macquart. Phil
Ouvrier, Michel Bernard, une chanson dont on ne se lasse pas. Moi, je m'en lasse pas tout. Voilà. Et à chaque fois, j'ai les larmes qui pointent. Ouais. Alors les expos, donc Trésor en noir et blanc au Petit Palais, vous avez jusqu'au 14 janvier pour aller voir tous ces chefs-d'œuvre. Nicolas Ekman à Musée de Gravelines jusqu'au 12 novembre, ce que la Palestine apporte au monde jusqu'au 19 novembre. Modigliani, un peintre et son marchand, c'est jusqu'au 15 janvier. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur au Musée Eugène Carrière jusqu'au 17 mars. Nicolas de Staël au Musée d'Art Moderne jusqu'au 21 janvier. Claire Illouz à la Galerie Sagot, c'est jusqu'au 18 novembre. Stenlen au Musée de Montmartre, qui vient de démarrer. Sophie Villoutrex-Brageux au Salon des Réalités Nouvelles du 19 au 22 octobre. Tous les liens sont sur le blog pour avoir les dates, les horaires précis de toutes ces expositions. Pas de culturel cette semaine. Moi, j'étais pas beaucoup là cette semaine et voilà, j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. J'en parlerai un peu plus tard. Quelle honte! Vous êtes probablement, enfin on l'espère toujours, à l'écoute de Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un dernier et diffuse sur internet arracaille.fr. Et on salue nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, à chaque fois ça me fait marrer, Jean-Paul Souvraz, un immense peintre de Schnorr, de coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, et un grand humaniste qu'on aime. Claudine, une camarade à ma camarade, Pelketu, qui est aussi très sensible à l'art, enfin aux artistes, etc., qui parfois nous refient des adresses comme l'Arsenal dans un bled du Nord. À Gravelines, ouais. Gravelines, ouais. Merci Clo-Clo. Merci Clo-Clo. Et puis merci Clo-Clo et son camarade aussi. Corinne, Joël et Anne-Emmanuel, qui sont dites Popeye, qui sont des poteaux, et qui sont des artistes, et qui vont bientôt exposer, c'est quand La semaine prochaine, à partir du 23 octobre, donc vers le métro Fédère-Chaligny, on en reparlera, puis on mettra un lien avec leur flyer. Voilà. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on adore, elle et son œuvre. Marie-Christine Béguet, une graveuse en relégation à Saint-Hippolyte-du-Fort. Saint-Hippolyte-du-Fort. Coucou Merci. Marie. Coucou Marie, merci pour toutes les nouvelles que tu nous envoies. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, en taille d'épargne surtout, qu'on appelle le Van Gogh de la taille d'épargne. Il est complètement... Oui, c'est vraiment quelqu'un, quoi. Agnès Dubart, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en Ariège et avoir quitté l'île où on l'avait connu. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, magnifique, voilà. Pas en taille d'épargne, disons, il travaille sur les cuivres aussi, avec cette imagination fantastique des gens du Nord. Alice Amoroso, une très jeune graveuse, qui rafle tous les prix, tous les accessites et tout ça. Bon, voilà. Raoul Villoula, même punition, même motif. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes, hélas aujourd'hui disparues, Odon et Raymond Imbert. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar. Enfin, il reste Laurence et Liliane ayant tiré sa révérence. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Marie-Christine et Christophe, de militants chez Melette. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance. Oui, Cécile, on la sent. Et on t'aime, la rousse flamboyante, qui officie sur une radio OVNI, 2 émissions, le mercredi après-midi, des émissions pour les enfants et leurs parents, bonne tenue, puisque c'est une ancienne enseignante. Anne-Isabelle Roubaille, qui est une artiste Bourg-Marleau, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie de Florence Quenu, qui se appelle l'empreinte, donc de Bourg-Marleau. Dominique Paul Adardouin,
une galériste, hélas, aujourd'hui disparue, mais dont on chérit le souvenir, ainsi que celui de sa maman, Thérèse Franco, deux grandes galéristes qui ont mis sur leur cimaises des artistes quand même qui depuis, dans l'histoire de l'art, se sont bien posés. Marie Degnaud de la galerie Kaléidoscope, Antoine Manoury des Champignons, un groupe musical pas triste, et Anna Sinoratska, une peintre polonaise, qu'on l'a sous le capot, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, mais en fait, en Pologne, les élections, là... Ah oui? Ah bah j'ai pas de nouvelles, Eh ben si, moi j'en ai. Alors? Le parti a été... Le PIS? Ouais. Ah, elle va être trop contente, Anna. Ouais, le PIS. Ah là là. Le PIS, il y en a pris. Ah là là, bonne nouvelle. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et tout de suite on se finit avec Mélisse Mel. Faut vivre! Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.